Déjà, bienvenue à tous. Euh, du coup, notre sujet d'aujourd'hui est l'évolution de la norme ISO 9001. Donc, effectivement, elle avance un peu plus vite que la communication qui a été donnée avant. Donc, on va découvrir un petit peu le sommaire, les tendances, ce qui est à venir. Mais avant tout, on passera un petit historique sur la norme ISO 9000. Donc déjà, en termes d'animateur, vous avez moi-même, du coup, consultante et formatrice au sein de Pixfor, et spécialisée notamment sur la gestion des processus et des risques. Je suis accompagnée par Jean-Charles, à qui je passe aussi la parole. Oui, Jean-Charles, donc directeur général adjoint de Pixfor, aussi consultant. J'accompagne les clients en France ou de l'autre côté de l'Atlantique au Canada sur les problématiques processus, risques et amélioration continue. Effectivement. Très bien. Alors, Donc juste, oui, pardon, juste, JC. je me permets, Mm. n'hésitez pas, cette présentation a vocation à être interactive. Si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, il y a des petits modules dans Zoom que vous connaissez pour interagir. N'hésitez pas à les utiliser. Tout à fait, merci pour ces compliments, JC. Et on va pouvoir attaquer notre programme. Donc, comme on vous disait, avant de parler tendance, prévision, on va d'abord faire un tour sur la norme ISO 9001, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle apporte, en tout cas pour les organisations, l'historique des évolutions. Donc déjà, on va voir dès sa création jusqu'à sa dernière version, qui est actuellement la 2015, qu'est-ce qui s'est passé en ligne générale. Et après, effectivement, nous aborderons la nouvelle version. C'est parti. Alors, du coup, la norme ISO 9001, on se connaît tous à peu près, en tout cas, c'est une norme internationale et qui vient nous définir les critères pour mettre en place un système de gestion de la qualité. Elle est d'ailleurs vraiment reconnue telle qu'elle, elle a une référence pour tout le monde qui souhaite mettre en place ce type de système, même s'ils ne vont pas forcément jusqu'à la certification. Donc, il faut savoir aussi que cette norme, elle est certifiable. Donc, pour ceux qui le sont, vous avez des exigences à respecter. Mais même pour ceux qui ne le sont pas, ils se basent quand même, on verra sur la question, la slide d'après, ils se basent sur cette norme pour pouvoir mettre dans des bonnes directives, des bonnes pratiques, mettre en place un système de gestion de la qualité. L'idée, c'est du coup qu'on puisse mettre en place des processus et fournir des services et produits de qualité. Donc, c'est le grand focus pour nous et on sait qu'il y a centaines de milliers d'organisations dans le monde qui l'utilisent. Et d'ailleurs, comme c'est un sujet d'intérêt, on a vu, on a vraiment eu beaucoup d'inscrits pour ce webinaire. Alors, pour compléter donc ce que je disais, cette slide, elle présente un sondage auprès des organisations concernant la norme ISO 9001. Et la question était, est-ce que l'organisation utilise un système de management de la qualité qui se base sur la norme ISO 9001? Donc, très clairement, de par les réponses, vous voyez que la grande majorité, oui, l'utilisent et qui, en plus, ils sont certifiés. Donc, ils sont allés jusqu'au bout. Après, comme je disais, on trouvera des réponses qui nous disent qu'ils même, voilà, s'ils ne sont pas forcément certifiés, ils se basent quand même sur cette norme qui est largement reconnue pour légitimer leur système qualité, pour la mettre en place dans des bonnes conditions. Tout à fait. Je vais compléter, Amanda. Donc, déjà, ces chiffres sortent de l'ISO Survey. C'est une mine d'informations assez intéressante. Donc, l'ISO a ses propres sondages. Il s'adresse du coup à la majorité des compagnies certifiées pour leur poser un certain nombre de questions. Et donc, oui, ce qu'on voit, c'est que quand on se base sur l'ISO 9001 pour mettre en place son système de management de la qualité, dans 72% des cas, c'est pour se faire certifier par un tiers indépendant. Et après, il commence à y avoir des cas qui restent aujourd'hui un petit peu marginaux de compagnies qui s'auto-certifient ou qui se font, enfin, qui s'auto-évaluent plutôt ou qui sont évalués par leurs clients. Il y en a aussi certains qui appliquent ces principes sans avoir des velléités de certification, mais ça représente que 8% des cas. Tout à fait. En passant à la suite, du coup, Jean-Charles, effectivement, pourra compléter par rapport à ce que l'organisation a eu comme bénéfice en mettant en place cette norme. Tout à fait. Alors, effectivement, l'ISO Survey a posé la question aux compagnies certifiées, qu'est-ce qui s'est amélioré en appliquant les principes et les exigences de l'ISO 9001? Alors, on voit que la première réponse, le gain le plus évident pour chacun, c'est l'amélioration de la documentation de l'information.
Donc effectivement, même si on va le voir par la suite, mais les exigences de documentation ont plutôt été réduites avec le temps, on voit que c'est quand même l'amélioration principale qui est constatée par les entreprises qui utilisent ces principes. Il y a pas mal d'autres choses. On voit les revues de management qui sont plus efficaces, l'amélioration de la satisfaction client, l'amélioration continue, une meilleure gestion des risques aussi, des risques et des opportunités, même si on va le voir, mais c'est enfin, c'est dans les dernières versions que finalement on allait un petit peu plus loin sur cette question-là. La communication avec les clients, etc., etc. On voit il y en a beaucoup. On peut regarder aussi vers la fin, ceux qui représentent le moins de réponses, c'est l'amélioration de la performance avec dans la gestion des fournisseurs, la communication externe et l'amélioration financière. Effectivement, c'est toujours le grand débat de savoir si une entreprise, le fait d'appliquer les principes de l'ISO 9001 et d'aller vers une certification, est-ce que ça a des impacts sur la performance financière? Alors, on peut dire que normalement, de manière au moins indirecte, oui. Après, c'est pas, on va dire, c'est pas le gain le plus attendu par les entreprises qui se lancent dans cette démarche. Tout à fait. Nous continuons du coup sur un rapide historique de la norme. Donc, hop. À commencer par sa première version, donc 1987, qui a été du coup créée, publiée de base pour répondre à un besoin d'harmonisation des exigences qualité dans l'industrie. C'est vrai que cette première version, elle était assez axée assurance qualité et elle insistait sur la documentation et des procédures, mais d'une façon un peu lourde. C'était pas encore à 100% clair pour tout le monde. Il y avait même, par exemple, 20 éléments clés à respecter qui étaient regroupés en 5 sessions. Donc, il y avait encore beaucoup d'informations, mais c'est clair qu'elle était bien reçue par les publics déjà à sa première publication. Sur la deuxième version, donc 1994, nous avons déjà une évolution assez intéressante qui est la mise en place de l'approche processus, qui va nous accompagner jusqu'à la version actuelle et aussi pour les nouvelles versions. C'est vrai que cette version a aussi permis d'assouplir un peu la norme, de la rendre un peu plus accessible aux organisations, à un peu plus de secteurs d'activité aussi, en améliorant la clarté, la cohérence et aussi en réduisant les nombres d'éléments. Alors pour 2020, du coup, pour le 2000, pardon, nous avons un développement de l'approche processus qui a été déjà mis en place, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a introduit des exigences pour la documentation et des enregistrements des processus clés de l'organisation. Donc, à partir de ce moment, ça commence vraiment à être plus clair en termes d'approche processus, avec aussi un focus, un accent mis sur la satisfaction client. Donc, à partir de là, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre les besoins et les attentes des clients, les mesurer et les améliorer. Encore un point intéressant, c'est qu'on introduit la notion de management de la qualité par la définition de la politique, qualité, des objectifs, un système de management axé justement sur l'amélioration continue. On continue avec la 2008. Donc, à partir de cette version, nous avons déjà la notion, l'approche des risques qui commence à apparaître. Certes, elle n'est pas encore tout à fait à 100% développée, donc elle est plus en approche réactive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour protéger l'organisation, atténuer par exemple les impacts en cas de risque, par exemple, avéré. On voit que le PDCA prend beaucoup plus de place. On va voir par la suite d'ailleurs un point sur le PDCA, vous allez comprendre un peu plus. Mais à partir de cette version, c'est vrai qu'il a le cycle, l'approche PDCA prend un peu plus de place, notamment pour aider la structuration des exigences et les articles de la norme. Et enfin, pour conclure, sur la 2008, on a l'intégration avec d'autres normes de management qui commencent à se sentir comme justement avec la 31 000 qui gère le management du risque. Pas que, mais c'est l'exemple en tout cas qui me vient à l'esprit. Et du coup, je passe aussi la parole à Jean-Charles pour la dernière et la version actuelle du coup de la norme.
Donc la version 2015, effectivement, elle inclut un certain nombre de changements. Quand on regarde, c'est peut-être celle qui a eu les évolutions les plus dimensionnantes, bon, même si on se souvient pas des plus anciennes. Alors, il y a eu la nouvelle structure dite HLS qu'on trouve dans l'annexe SL qui a été qui a été appliquée pour la première fois dans la version 2015. Il y a eu le renforcement du leadership et de l'engagement de la direction. On est allé beaucoup plus loin sur l'approche risque. Ça a été d'ailleurs annoncé comme la grande modification de la version 2015 qui a entraîné le plus de changements dans les organisations, de mettre en place cette approche proactive par les risques, l'approche par les parties prenantes aussi, le contexte organisationnel. On a aussi enlevé un certain nombre d'exigences concernant la documentation. Donc le manuel qualité précédemment introduit ne devient plus obligatoire. Et de la même manière, les procédures, bien qu'il est toujours nécessaire de déployer ces processus, la documentation des procédures ne devient plus obligatoire aussi. Il y a aussi l'arrêt de la nécessité d'avoir un représentant unique de la direction. C'est ce n'est plus non plus une exigence obligatoire dans la version 2015. Alors, je vous encourage quand même à regarder les dates. Si on regarde de 87 à 94, 94 2000, 2000 2008, 2008 2015, on voit qu'il n'y a jamais eu 10 ans ou plus d'écart entre les différentes versions de la norme. Et là, pour la nouvelle version, on parle de 2026. Donc, ça veut dire que il y aura, enfin, c'est là où il y aura le plus grand écart entre la version actuelle et la version prochaine. On va en parler par la suite pour me demander pourquoi. Tout à fait. On va même renforcer certains aspects comme justement la structure à high level structure qui du coup, en tendance, on peut voir que potentiellement elle va rester. Et juste un point par rapport à ça, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une structure qui est commune à d'autres normes ISO et en fait, notamment pour des exigences de management. Donc, on la voit sur la 14 000 ans, si je ne me trompe pas, et la 45 000 ans, il me semble. Amanda, Euh, Amanda, on a une petite question de Adèle qui demande quelle est la différence entre la version 2008 où on parle de l'approche de risque réactive et en 2015 l'approche par les risques proactifs. Bonne question. Donc, l'approche réactive, c'est qu'est-ce que je mets en place, par exemple, si le risque s'avère. Donc, on est plus sur la protection de l'organisation et des ressources de l'organisation. Alors qu'en 2015, on s'intéresse aux moyens plutôt de prévention. Qu'est-ce qu'on met en place pour essayer d'éviter tout simplement que ça se produise? On structure beaucoup plus la démarche risque dans ce sens. On a eu en tout cas plus d'informations pour le structurer, pour essayer de réduire Tout à des fait. incidents, etc. Les mesures préventives, on va travailler sur la vraisemblance, on va faire en sorte que le risque ait moins de chances de s'avérer, alors que l'approche Mm, réactive, on est plutôt dans la protection. Comment faire pour minimiser les impacts quand un risque s'avère. tout à fait. Ok, alors le sujet qui intéresse à tout le monde, du coup, la prochaine version. Donc, attention à ce point. Donc, nous, c'est vrai qu'on a fait des recherches, on a parlé avec des experts sur la norme. Donc, on a essayé de recueillir ici l'ensemble des informations intéressantes. Mais attention, on a encore de 2024 à 2025-26, encore 2 ans potentiellement. Donc, beaucoup de choses peuvent changer et peuvent encore être intégrées dans la norme. Donc, ce qu'on va vous parler, c'est surtout des tendances, ce qui peut venir. C'est pas parce qu'on dit que forcément ça va venir et en tout cas de cette façon. Ça Oui, engage en tout cas nous, notre avis, nos recherches par rapport à ça. oui, tout à fait. On a eu des sources. Il y a l'ISO survey qui montre ce que les gens attendent. Il y a aussi les commissions sont commencées, donc et les gens parlent un petit peu sur LinkedIn ou autre. Donc on a des différentes tendances ou différents retours des groupes de travail qui sont mis en place. On prétend pas avoir la vérité, mais on prétend avoir au moins des tendances, des éléments le plus tangibles possible pour essayer de prédire qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle version. Alors nous avons du coup justement l'animateur du groupe de révision de la norme, Xavier Petit, qui nous dit que déjà à l'époque de la 2015, on avait beaucoup de changements qui ont en quelque sorte demandé aux entreprises de changer leur façon de manager, de gérer tout simplement la qualité.
Et aujourd'hui, nous nous mettons donc en ordre de marche pour suivre l'élan international. En fait, cette dernière phrase, elle veut tout dire. Du coup, on va un peu aborder en détail. Pour l'instant, on vous laisse juste cette intro. Tout à fait. Alors, sur la prochaine version de l'ISO 9001, on pense que il va y avoir trois caractéristiques majeures. On pense que bon, ils vont continuer à aller vers quelque chose de plus simple. C'est un reproche qui est fait à l'ISO 9001 depuis de nombreuses années, qui est sa difficulté à être appliquée et qui favorise pas l'adoption par les différents acteurs de l'organisation. Donc, au même titre où la version 2015 supprimait un certain nombre d'exigences documentaires, notamment, on pense que ils vont continuer à aller dans ce sens-là, d'avoir une norme qui est plus facile à adopter, plus facile à mettre en place pour toucher le plus grand nombre, et notamment les PME, pour lesquels il était réputé un petit peu difficile de rentrer dans cette démarche du fait de la quantité de documentation à produire ou de la difficulté de remplir l'ensemble des exigences. Le deuxième élément, c'est les ajouts. Donc, on l'a vu, toutes les communications vont dans ce sens-là. Le message global qui est passé, c'est que le monde évolue, les enjeux des organisations évoluent et la norme doit évoluer pour répondre à ces nouveaux enjeux. Donc, on va le voir, ça se traduit autour de différentes choses, mais c'est ça, c'est se mettre en lien avec le monde d'aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est des clarifications. On a vu que notamment l'approche risque, la gestion des risques et opportunités, les exigences de la version 2015 faisaient faire un pas en avant dans cette direction. Elle n'a pas été 100% comprise, je pense, pas me tromper en disant ça. Les gens attendent des, des clarifications, des éclaircissements sur cette partie-là. Qu'est-ce qui est vraiment requis? Quelles sont les exigences vraiment opérationnelles qu'on doit mettre en place sur cette gestion de risque et d'opportunités, quelles méthodes mettre en place, etc. Deuxième élément, c'est toujours sur les exigences concernant la documentation. On sait qu'on en demande moins, mais qu'est-ce qu'on demande exactement? On se pose encore pas mal de questions. Donc sur la documentation, il y a sûrement des clarifications à faire aussi à ce niveau-là, du moins les gens. Tout à fait. Je me permets juste de répondre à une question de Marie-Hélène, justement. Je crois me souvenir que l'approche processus est apparue en 2000. Alors, dans les recherches, ce qui est entendu, du coup, c'est en 1994, c'était déjà embryonnaire. Ça parlait un peu approche processus, peut-être sans utiliser ce terme, mais il commençait déjà à nous introduire à cette notion qui a été effectivement beaucoup plus développée davantage en 2000. Donc, pour répondre à ça, on va dire que on commence à le retrouver quand même en 1994. Alors, encore une fois, donc là, on va parler des dates. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est, de par nos recherches et discussions avec des experts, on a recueilli un certain nombre des dates, pardon, pour vous donner une idée, mais ce n'est rien de figé. Ça peut évoluer, ça peut être modifié. Donc, nous, ce qu'on avait trouvé, c'est un début de révision de la norme qui a été démarré mi-2023. La publication révisée pour fin 2025, voire début 2026, et une date limite de transition pour les organisations certifiées, plutôt fin 2027 ou début 2028. C'est notamment sur cette dernière, donc la date limite pour la transition, que nous, on ne peut pas donner trop d'assurance. Ça va dépendre de ce qui évolue dans la norme et en fonction de si c'est plus ou moins compliqué, probablement, bah, ça va impacter cette troisième date. Mais ça vous donne au moins des idées, surtout. Et habituellement, on donnait plutôt 3 ans entre la publication d'une nouvelle version et la date limite de transition. Là, a priori, de ce qu'on lit, on se dirigerait plutôt vers quelque chose comme 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, à voir. Ce planning-là n'est pas figé et il évoluera probablement dans le temps, mais en tout cas, c'est les objectifs qui sont donnés aujourd'hui. Et voilà, nous Alors, arrivons à... Oui, pardon. Vas-y, je oui. sais. Alors, nous arrivons, on refait un petit tour sur l'ISO Survey, où il y avait une question qui était quelle est l'importance d'enrichir le contenu actuel de l'ISO 2001 avec les concepts suivants? Euh, et donc, on voit que
les deux réponses qui ont retenu le plus l'attention des répondants ont été la gestion du changement et toutes les problématiques de business continuity, donc de continuité d'activité. Ensuite, on voit l'intégration des différentes disciplines de gestion comme la santé et sécurité, environnement et cybersécurité, et la gestion du savoir. On voit aussi des problématiques d'éthique et d'intégrité, d'expérience client, d'innovation, de culture organisationnelle, les aspects humains, l'agilité, les technologies émergentes, euh, la gestion des relations, les différents aspects de l'information, l'économie circulaire, le changement démographique et le changement climatique. Donc c'est vaste, effectivement. C'est différents sujets qu'on va retrouver par la suite. Ce qu'on peut voir, c'est que la partie continuité d'activité et gestion du changement, c'est ce qui vient en premier, et le changement démographique et le changement climatique vient en dernier, malgré qu'on va le voir dans les différentes communications, notamment de l'AFNOR, on voit que ce sujet est largement évoqué. Effectivement, du coup, nous arrivons aux prévisions et tendances pour la prochaine version. Donc, on vous propose pour cette partie-là d'aborder déjà ce qui devrait rester, donc les incontournables, ce qui est vraiment essentiel, surtout des nouvelles versions, hein, pas des anciennes, puisque c'est déjà assez internalisé. Et on va aussi aborder les nouveautés par rapport à cette slide qu'on vient de voir. Hop, donc déjà, on commence par le PDCA. Donc, le cycle PDCA, c'est de planifier, réaliser, vérifier, agir, donc en tout cas en français, même si on l'a mis en anglais aussi, qui est là toujours comme socle, comme squelette de la norme. D'ailleurs, on sait, sur la dernière version, on sait tous qu'il apparaît déjà dans définition, il est défini, et qu'après, on retrouve même un schéma qui montre par rapport à l'organisation et aux articles des exigences, en tout cas de la norme, comment on peut suivre cette boucle du PDCA. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à, beaucoup à les regarder, puisque c'est vraiment assez intéressant comme la norme elle était structurée sur ça. Ce qui nous fait arriver au deuxième point, du coup, qui est aussi un rapport, qui est la structure high level et qui, du coup, est un socle commun, comme je disais, avec d'autres normes référentes au système de management. Le but, c'était de faire cette harmonisation et surtout, elle aussi va ensemble avec le cycle PDCA pour mieux structurer la norme. C'est-à-dire qu'on retrouve les 10 chapitres que vous voyez à l'écran, de domaine d'application jusqu'à amélioration, dans toute la boucle du PDCA. Oui, donc la version 2015 avait pris en compte pour la première fois cette structure, enfin cette high level structure, donc l'annexe SL. La prochaine version, du coup, devra prendre en compte l'évolution de cette annexe SL qui a évolué en 2021 vers l'harmonized structure. Et donc, effectivement, la nouvelle version de l'ISO 2000, ISO 9001 devra prendre en compte l'évolution de cette annexe SL. Donc, vers quoi évolue cette annexe SL? Elle est notamment plus orientée vers le leadership et le contexte de l'organisme. Donc, c'est ces parties-là qui vont être plus développées qu'avant. Mais voilà, donc je sais pas si on peut considérer ça comme quelque chose de majeur, mais en tout cas, c'est une évolution qui, pour le coup, celle-là, ce sera sûr, parce que bien sûr, il faudra prendre en compte cette évolution de cette annexe SL. Passons au dernier point qui devra donc rester, c'est l'approche proactive de gestion des risques. Donc, bien sûr, ça va être un peu abordé par la suite, mais en tout cas, cette approche proactive sera encore, on va dire, gardée dans la norme avec beaucoup plus d'explications. Donc, comme je disais, Jean-Charles, notamment sur les risques et les opportunités, il y a quand même une différence, comment on fait en tout cas avec ces deux. C'est un sujet bien d'actualité.
tout en gardant cette approche de prévenir plutôt que de médier, du coup, ou de mettre en place des protections, même si ça en fait partie, on sait tous. Donc, l'idée de garder cette approche, c'est que, on sait tous, hein, ça joue à l'amélioration de la performance des organisations et de la satisfaction client, tout simplement parce qu'on arrive à anticiper des éventuels problèmes, réduire des coûts associés, et aussi de mettre justement en place des actions pour corriger, voire prévenir, voire même améliorer nos processus internes. Deuxième point, ça nous permet de mieux être prêts et s'adapter aux changements. Donc déjà aux changements internes à l'organisation, mais à ceux qui sont du coup externes. Et on rajoute aussi la possibilité de développer des réponses encore plus poussées de risques qui sont les crises du coup. Donc on va aborder ça, hein, c'est un peu dans les nouveautés. On a une partie un peu plus spécifique qui aborde les crises vraiment importantes, type guerre, etc., où là, on a un autre type de formalisme à faire qui sera potentiellement rajouté. Donc, avoir une gestion proactive des risques, déjà, c'est le socle un peu basique pour pouvoir partir sur l'analyse des crises. Et enfin, le dernier, c'est la conformité aux exigences réglementaires, tout simplement parce que de plus en plus dans le monde actuel, contexte évolutif actuel, on a plus de réglementations qui nous exigent une meilleure maîtrise de nos risques, déjà meilleure connaissance de nos risques, c'est sûr, mais aussi meilleure maîtrise. C'est-à-dire, on est demandé sur ce qu'on fait par rapport à chaque risque et quelles sont, nous, nos actions de prévention, de protection, et au fur et à mesure, comment nos risques évoluent avec le contexte euh, mondial. Alors, Jean-Charles, je te passe du coup la parole pour la première nouveauté euh, Oui. possible. Alors, on l'a vu de manière assez claire dans l'ensemble des publications qui sont parues. La nouvelle version de la norme devra mieux prendre en compte les défis sociétaux qu'on peut retrouver dans le réchauffement climatique, dans le développement durable ou dans les problématiques RSE. Je vous lis la phrase du président de la commission de l'AFNOR. Il sera demandé aux utilisateurs de la norme de s'intéresser aux changements climatiques et environnementaux. C'est une préoccupation de la communauté internationale et un engagement de l'ISO que d'y répondre. Ces nouvelles dimensions seront abordées par leur impact sur la maîtrise de la conformité. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, que ce soit à travers le prisme de la satisfaction du client, de l'évolution du contexte de l'organisation, de l'évolution de la gestion de risque ou de la conformité aux normes, on voit que les organisations, de toute façon, de manière générale, doivent faire un pas dans ces directions. Eh bien, la norme doit répondre aussi à ça et elle veut l'aborder à travers le prisme de la conformité. C'est-à-dire que les réglementations évoluent. Je prends l'exemple, par exemple, du CSRD pour les entreprises cotées en bourse, qui va leur inclure donc une norme, enfin, euh, quelque chose qui a été déployé à l'échelle européenne dans les organisations cotées en bourse, qui a vocation à leur imposer un certain nombre de choses sur la RSE, sur la partie éthique, sur la partie responsabilité. Ils doivent donner des preuves, ils doivent faire des choses. Donc, globalement, à travers ce prisme de la conformité, l'AFNOR, mais aussi tous les acteurs de l'ISO, veulent faire un pas en avant sur ces problématiques et renforcer des exigences sur ces parties-là. Donc ça, ce sera la forte teinte qui sera donnée à la nouvelle version de l'ISO. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça vient pas, c'est une question d'Alain là-dessus, est-ce que ça vient pas heurter finalement des choses qui sont faites dans d'autres normes comme l'ISO 14000 si on parle des questions environnementales, effectivement, on peut se poser la question, du coup, comment ça va s'articuler, comment on va faire pour que ces normes-là, finalement, se marchent pas sur les pieds. Je pense pas qu'il s'agit de reprendre les normes, les exigences qu'on retrouve dans la 14000 ou dans la 26000 plutôt, et de les mettre dans la 9001. C'est plutôt justement aborder cet aspect conformité, notamment conformité aux autres réglementations. Je pense que c'est ce qu'ils veulent dire à travers cette nouvelle dimension sera abordée par l'impact sur la maîtrise de la conformité. Tout à fait. Et d'ailleurs, la même chose avec l'approche risque, même si la 9001, elle abordera plus en détail cette approche risque, il ne faut pas oublier qu'il y a une norme dédiée au management des risques qui est la norme ISO 31000.
Donc, sauf s'il nous est dit qu'une norme va cesser d'exister, à mon avis, une norme ne va pas remplacer l'autre. Donc, À la, à la différence, l'ISO 31000 n'est pas une norme certifiable, alors que la ex- 14001, par exemple, est. exactement. Sachant que la 31 000 effectivement, n'est pas certifiable, mais elle vient combler certains vides avec plus d'explications sur la gestion des risques. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore savoir comment s'y prendre, vu qu'on n'a pas d'informations. Il faut vraiment attendre la révision de la norme et qu'on voit exactement comment cet aspect sera touché dans la 9001. Mais effectivement, ce que vous, c'est effectivement un gros enjeu et des questions que tout le monde se pose, c'est exactement ça, c'est-à-dire rajouter des exigences RSE en lien avec l'environnement, etc. Ok, très bien, mais du coup, comment ça s'articule avec les autres normes certifiables qui sont déjà dédiées sur ces sujets? C'est effectivement la grande question que tout le monde se pose et auquel l'ISO devra répondre. Hop. Alors, autre nouveauté sur la gestion des processus. Je pense qu'on est tous d'accord que notamment dans la version 2015, qu'est-ce qui est vraiment attendu sur le terme de dans le domaine de la gestion des processus, c'est pas 100% clair et je pense que même dans les organisations certifiées, euh, c'est- cette gestion par les processus n'est pas 100% comprise et 100% appliquée. On peut regretter notamment qu'il n'y ait pas d'exigence sur le fait d'avoir une vraie architecture de processus et sur les façons de le faire. Sur les acteurs aussi, sur les moyens mis en place pour déployer cette approche processus, ce qu'on voit, c'est que l'ISO décrit assez précisément le rôle du pilote de processus, qui est responsable de la conception du processus, de son efficacité, du suivi de la performance, de son amélioration, très bien. Mais finalement, on pense qu'il pourrait se voir introduire dans la nouvelle version la notion de propriétaire de processus. Dans le sens, le propriétaire, c'est celui qui a le rôle de mettre les moyens pour atteindre le niveau de performance prévu sur le processus en question. Ce serait une façon assez élégante d'aller plus loin sur ce domaine-là. On pense qu'il y aura des choses nouvelles sur l'aspect processus. On imagine que ça pourrait être ça. Il y a certaines personnes qui en parlent de manière un peu insistante. On verra, on n'en a pas d'assurance, mais en tout cas, ça va bouger de ce côté-là, c'est pas sûr. Donc, passons à la troisième nouveauté, c'est le plan de continuité d'activité. Donc, ça, effectivement, avec le contexte qu'on a eu lié à la crise sanitaire, c'est un sujet qui est venu avec beaucoup plus de force. Et c'est ce que je vous disais avant quand on parlait d'approche réactive des risques qui permet d'aborder même en détail après les crises. C'était pour ça. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan, le plan de continuité d'activité, c'est un plan globalement qui nous donne des scénarios de crise possibles, qui sont des perturbations majeures, style la crise sanitaire, une guerre, des catastrophes naturelles, accidents dans le nucléaire, par exemple, enfin, vraiment des catastrophes, des crises qui peuvent faire arrêter une ou plusieurs opérations de l'entreprise. Et dans ce plan, nous comprenons bien évidemment l'analyse de criticité de chaque scénario, un plan d'action et des mesures à faire, ainsi que, et notamment d'ailleurs, un délai de remise en service et retour aux opérations. Donc, ce qui est intéressant on va pas aborder en détail, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce sujet PCA, du coup, n'hésitez pas à nous dire, hein, ça, je crois que ça fait carrément un nouveau sujet de webinaire. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le construit aussi en se basant beaucoup sur les processus critiques de l'organisation. Et ce qui est donc très intéressant, c'est que si la norme a cet axe assez fort sur l'approche processus, si on s'y connaît un processus, on connaît le processus critique, ses interactions, les risques possibles. Et donc, dans la continuité, on est possible de créer un plan de continuité des activités. Donc, c'est pour ça que ça rentre aussi comme sujet assez demandé, en tout cas par le public. Euh, ce qu'il faut juste savoir sur ce PCA, c'est que c'est pas en faisant juste une analyse des risques qu'on arrive hein, au plan de continuité d'activité, c'est encore plus poussé. On augmente le niveau de maturité dans la gestion des risques. Le but, c'est vraiment de rendre
résiliente l'organisation, d'essayer de réduire des impacts, préserver la réputation. Ça semble pareil hein, que la gestion des risques, mais avec un axe encore plus intense sur comment ne pas arrêter nos activités pour longtemps, par exemple. Comment être le plus agile possible à la reprise de notre activité. Oui, dans le plan de continuité d'activité, il y a quand même des choses dans la version actuelle. Je pense notamment au paragraphe 7.1.6 sur la connaissance organisationnelle ou 7.1.3 sur les problématiques d'infrastructure qui nous font nous poser des questions sur cette continuité d'activité. Après, très probablement que la nouvelle version nous encouragera à aller plus loin. Effectivement, c'est comment fonctionner en mode dégradé, comment, si une crise ou un événement extérieur vient impacter nos opérations de manière significative, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de continuer à livrer le produit ou le service au client malgré cette perturbation? En fait, c'est vraiment la question qui veut se poser. Et comme le disait Amanda, je la paraphrase, mais à travers notre gestion de risque, on va essayer d'anticiper quelle pourrait être sa perturbation. Et en fait, pour chacune de ces perturbations qu'on a anticipées, de se poser la question comment on peut faire pour que nos processus critiques continuent de fonctionner malgré ces perturbations. Et il y a des choses à faire. Nous sommes éditeurs de logiciels, donc dans le domaine de l'informatique, c'est quelque chose qu'on nous demande depuis bien longtemps, notamment à travers les problématiques de réseau, de résilience des réseaux, de se dire, OK, si demain j'ai un crash serveur, comment je fais pour minimiser la perturbation et minimiser l'impact sur la disponibilité de mon service vis-à-vis des clients. Donc, c'est ce qu'on va devoir se poser mais, comme question, mais finalement pas que pour une solution informatique, mais pour l'ensemble de l'organisation. À noter que le PCA, il peut être aussi pour une vision plutôt projet, hein, pour certaines organisations qui travaillent par projet, un plan de continuité d'activité peut être fait par projet. Donc là, c'est vrai qu'on aborde plus le PCA pour l'organisation, parce que c'est ce qui est plus pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui, qui est le système de management de l'organisation de la qualité. Et on arrive sur la dernière tendance qu'on vous a mis concernant justement des problématiques de sécurité d'information dans un contexte qui fait que changer du coup. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on est confronté à la façon dont on gère les données des clients, comment les données sont sécurisées, est-ce que tout le monde est bien d'accord, est-ce que tout a été conforme. Bon, cela Alors, fait que, oui, 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 vas-y. vas-y. Non, 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 vas-y, je te suis. Cela fait du coup que, il y a un certain nombre de mesures qui peut-être pourront être mises en place, même liées à l'approche processus, hein, tout simplement pour mieux considérer comment les données sont gérées. Donc, même au sein de la partie approche processus, on peut avoir des processus concernant justement la sécurité des données. Oui, Jean-Charles, du coup. Oui, alors les enjeux de la sécurité, je vais juste me permettre de lire ce que Xavier Petit disait. Il disait, les nouveaux enjeux de la sécurité s'invitent dans la qualité, car une démarche qualité suppose de documenter les informations afin d'apporter la preuve et de laisser des traces. Il convient désormais de décrire comment, comment le faire en toute intégrité, disponibilité et confidentialité. C'est assez intéressant, effectivement. Euh, Sur les données, ben, on voit déjà que le contexte réglementaire, il évolue. Il évolue de manière quasiment permanente. Il y a eu la RGPD, et puis il y en a d'autres. La CNIL aussi fait évoluer les choses de manière régulière en France. Euh, En fait, ce qui menace le système d'information et les données de l'entreprise, ben, ces menaces sont grandissantes et grandissent aussi au fur et à mesure que la technologie évolue. Après, comment répondre à ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, et il y a plusieurs choses que l'ISO pourrait mettre en place, notamment à travers la connaissance de la donnée et notamment la connaissance des flux de données. Savoir quelles sont les données que l'entreprise gère, quel est leur flux, par quel système ils passent et quel traitement je fais de ces données à chacune des étapes. Et par rebond, quels moyens de protection je mets en place dans chacun de ces systèmes et dans leur transition. Quels moyens de protection? Comment je m'assure que la donnée est intègre?
c'est le premier qualificatif. Intègre, ça veut dire comment je m'assure que la donnée n'est pas modifiée d'un système à un autre, qu'elle n'est pas, que sa qualité n'est pas altérée. Comment je m'assure qu'elle soit disponible, c'est-à-dire disponible, on va s'intéresser aussi à tous les systèmes de backup, de sauvegarde, pour dire, OK, en fonction des perturbations, comment je m'assure qu'elle est toujours disponible, et qu'elle est confidentielle, c'est-à-dire qui a accès à quelles données, à quel moment. Eh ben ça, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, c'est des choses sur lesquelles l'ISO 9001 pourra rajouter des exigences pour qu'il y ait une meilleure maîtrise de l'information et une meilleure sécurité de l'information. Donc, il y a plein de choses à faire de ce côté-là, et ça, c'est pareil, on est assez sûr à travers les différentes communications qui ont été faites que l'ISO 9001 fera un pas dans cette direction. Exactement, qu'est-ce qu'elle va ajouter comme exigence, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera quelque chose qui ira dans cette direction. Et du coup, on a la question d'Adèle qui est très, très pertinente. Quels sont les chapitres les plus susceptibles à être révisés pour tenir compte des hypothèses d'amélioration, sachant qu'on reste sur la structure HLS? Alors, c'est vrai que pour les chapitres, pareil, on n'aura pas la confirmation, mais on peut risquer de dire que, par exemple, le chapitre sur le contexte de l'organisation sera changé pour intégrer les concepts durables, en tout cas de Et les menaces, RSE oui. et les menaces. On a parlé d'intégration plus de la direction, du rôle peut-être du propriétaire du processus, donc potentiellement le chapitre leadership sera modifié aussi. Le chapitre sur la planification, bah forcément, puisque comme on va encore plus loin avec la gestion des risques et opportunités et qu'on garde cette approche proactive, il faut bien nous dire comment ça se planifie du coup. Quoi d'autre? Je crois que pour le côté sécurité de l'information, peut-être le chapitre support, je dirais, pour les exigences en matière de communication, avec l'intelligence artificielle aussi, qu'est-ce qui pourrait éventuellement dans ce contexte nous faire évoluer en sécurité, comment on va sécuriser nos données, et en termes d'opération, donc chapitre opération aussi. Comme ça, c'est les chapitres que je me rappelle. Après, honnêtement, les vrais chapitres qui seront impactés, bah, je ne saurais pas. Peut-être que tous les chapitres seront, à leur mesure, en tout cas, modifiés pour, euh, pour intégrer tous les concepts. Ok, bon, on a déjà des demandes effectivement sur le webinaire PCA, il n'y a pas de problème, on a quelques-unes, donc on va aborder ça. Et hop, on vous rajoute cette dernière slide, un message en tout cas pour vous dire que nous, on vient plutôt vous informer un peu des tendances de par nos recherches, de par aussi notre process de veille sur ce secteur qui nous intéresse et auquel du coup nous sommes très concernés. Mais encore une fois, rien de figé. Et d'ailleurs, sachez qu'il est possible d'intégrer des comités. Donc, on vous a laissé ici le lien si ça vous intéresse de participer, de donner vos avis. Est-ce que JC, tu as des points à rajouter Non, non, c'est par parfait. rapport aux évolutions? On va pouvoir passer aux réponses aux questions. Donc, je vous laisse mettre vos questions dans le petit module prévu à cet effet. Et en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, je vais juste me permettre de rappeler un petit peu qui est Pixfor. On a beaucoup de nouvelles personnes dans ce webinaire. Donc, je me permets de faire un petit rappel. Donc, Pixfor, c'est un éditeur de logiciels basé en France et au Québec. On édite une suite logicielle dans le but de mettre en place un système de management de la qualité digitalisé. Donc, on intervient sur la gestion des processus, la gestion des risques et la gestion de l'amélioration continue à travers nos trois modules. On a environ 200 clients à peu près dans le monde entier et des consultants comme Amanda ou moi-même qui nous accompagnent sur ces différentes problématiques. Alors, nous avons, tac, 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 nous avons plutôt en commentaire, j'ai l'impression de Delphine qu'il y a beaucoup d'ajouts de nouvelles demandes aux entreprises et pas d'allègement. C'est vrai que là, Delphine, nous, on a fait le travail de recueillir les tendances, mais c'est pas parce qu'on a mentionné plusieurs choses que tout sera forcément intégré avec un niveau d'exigence assez important. De toute façon, même quand on a eu l'approche processus qui s'est intégrée à la norme, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, ça évolue au fur et à mesure. Donc, c'est clair que ça va pas être cette fois qu'on aura peut-être tous les détails de ce qu'on vous a mis comme tendance. En tout cas, sachez que c'est les tendances actuelles.
Ouais, tout à fait. Et sur la simplification, si la tendance, la 2015 était quand même réduisait les exigences, notamment au niveau de la documentation. Je pensais à travers ça que l'ISO pense répondre aux besoins de, de facilitation et d'augmentation de la capacité d'adoption des organisations de cette norme. Il est fort possible qu'il continue dans ce sens, c'est que les exigences documentaires soient réduites encore davantage. On n'en a pas d'assurance, mais effectivement, ça peut être le cas. Alors, nous avons une question d'Alain concernant la différence avec l'excellence opérationnelle, l'expérience client, un peu de tout ça. Alors, on va faire par partie du coup. L'ISO 9001, déjà, elle est une norme internationale, alors que l'excellence opérationnelle, c'est une démarche plutôt, et l'expérience client, c'est une approche. L'ISO 9001, elle a un focus sur la satisfaction, l'amélioration continue, et c'est une approche certifiable. L'excellence opérationnelle se base sur le fait de rendre performante l'organisation, de l'optimiser. Et attention, s'agissant d'une démarche, on va dire, c'est pas qu'elle n'est pas, elle est pas certifiable en fait. Elle est intégrée parce que du coup, forcément, on pense à la performance et la satisfaction client. Elle s'intègre à la 9001, même si on mentionne des fois pas. Mais attention, ce n'est pas quelque chose à part. Et l'expérience client, bah, c'est penser client, c'est rendre l'expérience plus agréable, essayer de fidéliser ses clients, c'est centré autour du besoin du client, chose qui apparaît aussi dans la norme, mais à part apparaître dans la norme, ce n'est pas quelque chose d'officiel. Donc vraiment, l'ISO 9001, c'est elle qui recueille un peu tout et qui rend possible à la fois une excellence opérationnelle, puisqu'il s'agit de travailler sur la qualité de l'organisation, et aussi, elle rend possible l'expérience client qui s'améliore, qui est toujours plus performante afin de fidéliser les clients. Hop, d'autres questions. Alors, attendez. Il y avait une question sur les problèmes. Je ne la retrouve plus. Oui, y aura-t-il des nouveautés sur le volet humain, satisfaction du personnel, santé, sécurité, aspect social? Je vais vous mettre dans la partie commentaire le lien vers la publication de l'AMF sur les exigences de reporting sur mince, excusez-moi, sur la nouvelle directive CSRD. C'est une directive européenne, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ISO, mais ça montre un petit peu que, donc là, c'est l'autorité des marchés financiers, sur ce que ces directives ajoutent comme exigence sur ces problématiques RSE ou ESG. Ça montre un petit peu le type de preuve et le type d'exigence qui pourrait être ajouté dans l'ISO sur ces problématiques-là. Ça vous donnera un bon exemple. Ça ne veut pas dire que ce sera ça, mais c'est quand même quelque chose qui va aller dans cette direction. Donc, on va parler du climat, de la pollution, de la biodiversité, de l'économie circulaire, sur l'aspect social, sur les aspects de main-d'œuvre, sur la chaîne de valeur, sur les communautés affectées, Mm. etc., etc. Vous allez voir, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille dans cette direction-là, sur ces sujets. Alors, pour répondre à d'autres questions, il y a Eric qui nous pose la question sur la documentation de la présentation. Alors, vous aurez accès à un replay. Sachez que vous aurez accès à un replay pour ceux qui doivent même peut-être partir avant de la présentation, mais pas au support en lui-même. Il y a Philippe qui nous pose la question, pour quand est prévue la mise en application de la nouvelle version de la norme? Donc ça, on a abordé il y a quelques slides. Je me permets de revenir juste pour vous montrer. Alors, encore une fois, je fais le rappel, hein, parce qu'il y en a qui peut-être n'étaient pas connectés à ce moment-là. C'est important de savoir que nous, cette présentation, on l'a faite avec notre recherche, nos connaissances des experts de la norme. On ne prétend pas avoir la réponse finale. Donc, les dates qu'on vous montre ici peuvent être changées en fonction de comment ça avance. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que le process de révision, il a déjà démarré. Il est prévu pour fin 2025, début 2026, et ça serait du coup pour une transition fin 2027, début 2028 pour les organisations.
Restez quand même connecté toujours au site des normes, hein, parce que c'est finalement eux qui vont donner plus d'assurance par rapport aux dates. Nous avons une question très intéressante. Pensez-vous que le mot qualité puisse être abandonné au profit du mot performance? Il y a Marie-Claude qui a déjà donné une bonne réponse, qui est du coup la qualité et la performance sont deux choses différentes. Moi, je me permets de rajouter ma couche et je crois que Jean-Charles aura aussi sa réponse. Alors, c'est vrai que le mot qualité, il est encore mal vu, très sincèrement. Des fois par certaines organisations ou certains métiers, ou enfin. Et c'est vrai que de plus en plus, ce terme qualité, pas officiellement, attention, hein, mais il commence à être de plus en plus changé ou dit différemment. Donc nous, on le dit excellence opérationnelle. C'était d'ailleurs la question d'Alan tout à l'heure. On peut peut-être le changer vers une excellence opérationnelle, mais rien de validé. Et pour l'instant, nous, on n'est pas sûr comment ça va évoluer dans l'environnement. Oui, Jean-Charles, Oui, tu avais ton... oui, finalement, la performance, c'est un des avantages qu'on espère acquérir en mettant en place un système de management de la qualité. Après, effectivement, c'est deux choses totalement différentes. Je rejoins Marie-Claude là-dessus. C'est l'avantage, c'est la conséquence qu'on espère si les choses sont bien faites. Je suis pas sûr que le mot performance ait totalement vocation à remplacer le mot qualité, mais c'est vrai que le mot qualité commence à avoir enfin, commence, euh, à une connotation un petit peu désuète. Après, je pense pas que dans la prochaine version, ce terme sera complètement remplacé par quelque chose d'autre. Alors, Qui, entendez, continuons avec les il questions. y a beaucoup de questions. J'ai vu passer, mais je ne le retrouve plus, sur le fait de faire attention que l'ISO 9001 ne devienne pas une norme fourre-tout avec l'ajout de la gestion des risques dans la version 2015, puis l'ajout de problèmes de manière à peu près quasi certaine des problématiques RSE, changement climatique, environnement, cybersécurité, etc. Euh, je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que ils vont aborder ces sujets-là sous l'aspect conformité, c'est-à-dire conformité aux autres normes. Je suis pas sûr qu'ils vont aller aussi loin que l'ensemble des autres normes sur ces différents sujets. Ils vont, c'est vraiment ça. Sur l'aspect conformité, je pense que c'est le terme qui fait que, en fait, ils vont faire appel à d'autres, au respect de d'autres exigences, soit légales, soit réglementaires, etc. Tout à fait, je réponds juste à une question d'Olivier Parot. Du coup, l'ISO 9001, dans la nouvelle version, va-t-elle se rapprocher de l'IATF 16949? Alors, Olivier, on n'est pas, nous, experts dans cette norme. Si je ne me trompe pas, c'est une norme plutôt sectorielle liée à l'automobile qui se base sur la 9001. Mais je ne crois pas qu'elles vont se rapprocher. Je crois que toujours la norme sectorielle peut primer, en tout cas sur les besoins du secteur. Mais c'est clair qu'elle se base, de par nos recherches, sur la 9001. Donc, il faudra que les deux, dans ce cas, évoluent. Potentiellement, celle, la sectorielle, un jour, va aussi évoluer pour prendre en compte les évolutions de la 9001. Après, n'ayant pas trop d'expertise là-dessus, je ne m'avance pas plus, pour le coup. Alors, on va voir si on a encore quelques Il y a une questions. question d'Adèle qui parle dit justement que les tendances actuelles qui s'imposent avec les progrès de l'intelligence artificielle, cybersécurité, je suppose que l'utilisation des logiciels dédiés au système de management en général s'avère incontournable et nécessaire. Autrement dit, la numérisation de la gestion de la qualité est indispensable. Qu'en pensez-vous? Ah ben, oui, nous, on pense aussi que c'est indispensable, d'autant plus qu'on fournit ce genre de logiciel. Ça me permet juste de faire un lien avec le baromètre de la performance des organisations. Vous le trouverez dans nos publications. C'est les derniers jours pour répondre à cette enquête qui a notamment un aspect sur la numérisation. La numérisation des services qualité, effectivement, n'est pas aussi avancée que certains autres domaines. Il y a des raisons à cela. Et justement, on vous encourage à donner votre opinion dans ce baromètre. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je pense on pourrait mettre dans les commentaires le lien vers ces enquêtes
qui fera l'objet d'autres webinaires sur les tendances du domaine de la qualité. Et à Pascal qui nous demande du coup, la 9001 doit rester une norme assez généraliste et ensuite peut-être on va s'orienter vers d'autres plus spécialisés. Par exemple, pour la 45001 sur le côté humain, sécurité au travail. Alors tout à fait Pascal, c'est vrai que comme il existe d'autres normes avec d'autres focus, par exemple la 14001, c'est ce qu'on se disait juste avant, elle parle bien du management de ce côté durable, environnement et RSE, la 45 000 ans de la santé et sécurité au travail, la 27 000 ans sur la sécurité d'information. Bon, c'est clair qu'il y a des normes spécifiques et on verra, la 9001, je crois qu'elle prétend pas de prendre la place des autres normes. Peut-être elle va nous orienter vers les plus spécifiques, tout en ayant quand même un minimum, une base d'exigence concernant les tendances qu'on vous a présentées. Il y a une question d'Honoré sur jusqu'à quelle date les nouvelles entreprises auront-elles le droit de se certifier à la version 2015? En d'autres termes, à partir de quelle date on sera obligé de se certifier à la nouvelle version? Est-ce que tu sais ça, Amanda? Alors, non, pas avec certitude. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus, mais une chose est certaine, jusqu'à 2026, du coup, enfin certaine, c'est ce qu'on croit en tout cas, jusqu'à 2026, la publication de la nouvelle norme, on a encore le temps de se faire certifier 2015, du coup. Après ça, je ne saurais pas vous dire, du coup, Honoré. Ouais, entre 2015 et 2028, je pense que c'est 2028 où on n'aura plus la possibilité Tout à fait, je de crois se aussi. faire ça. Tout à Euh, fait. il reste une minute. C'est quoi la HLS? On en a parlé au début. La HLS, c'est la structure finalement des normes de management. C'est une structure qu'on retrouve, qui fait l'objet d'une annexe, l'annexe SL, qu'on retrouve comme base de l'ISO 9001, 14001, 27001, 56001, 45001, etc. Toutes les normes de management. Et en fait, cette norme HLS a évolué en 2021 pour devenir HS, Harmonized Structure, et donc la nouvelle version de l'ISO 9001 prendra en compte cette Harmonized Structure qui est l'évolution de cette annexe SL, avec une orientation plus leadership et contexte de l'organisation.